Alors bonjour, aujourd'hui nous avons Dr. Hafez Moïse. Il est diplômé de la faculté de médecine et pharmacie de l'Université d'État d'Haïti en 2004. Il a travaillé comme médecin généraliste à l'hôpital Sacré-Cœur de Milo de 2004 à 2006. Il a terminé sa résidence en médecine familiale à l'hôpital Southside à Bayshore, à New York, de 2009 à 2012. Et maintenant, il a travaillé comme hospitaliste à St. Elizabeth Healthcare dans le nord de Kentucky, aux États-Unis, depuis 2012. So you can start whenever. Are we still there? Yeah, you can start whenever. Oh, okay. For Yeah. a minute, I thought I lost the connection. So, bonjour tout le monde. Et comme Amanda a dit, je suis Hafez Moïse et diplômé de la faculté de médecine de l'Université d'État en 2004. Et je travaille ici pour Saint-Elizabeth dans l'État de Kentucky aux États-Unis. Je vais présenter ce bref rappel en dermatologie. Évidemment, je ne suis pas un dermatologue, mais je pense qu'il y a des connaissances de base que tout médecin doit avoir en dermatologie, qui c'est un sujet assez difficile à cerner, mais en revisant les données de base, je pense que on pourrait avoir une idée beaucoup plus précise à chaque fois que l'on rencontre des patients avec des pathologies dermatologiques. Donc, dans un cas, cette revue n'entend pas être exhaustive, mais on va essayer de voir comment essayer de couvrir certaines bases. Donc, pour commencer, on va faire un bref rappel de l'anatomie de la peau. Comme vous le savez, la peau, c'est l'organe le plus vaste du corps qui remplit certaines fonctions très importantes comme fonction barrière, de protection contre les germes. Also, la peau joue un rôle assez important dans la régulation de certaines fonctions physiologiques, comme la régulation de la température, la possibilité de la sensation aussi. Et tout ça, ce sont des fonctions assez importantes pour la peau. La température est élevée, la peau nous permet d'évacuer certaines températures, et quand c'est l'inverse, permet de conserver la température pour permettre à l'homéostasie de continuer. Donc, la peau, il y a plusieurs couches qui forment la peau. On a la couche la plus externe, qui est l'épiderme, qui pratiquement remplit cette fonction de barrière contre les germes. Et aussi, pardonnez-moi. Et en dessous de l'épiderme, on a l'oderme, qui contient les tissus connectifs, les follicules, et aussi les glandes sudoripares. Et en dessous de la derme, on a l'hypoderme, où on a pratiquement les tissus adipeux, et aussi les cellules spéciales qui nous donnent la coloration de la peau, pratiquement les cellules qu'on appelle les mélanocytes. Pardon. Donc, pour avancer, on va essayer de revoir certaines lésions de la peau, les lésions primaires,
et aussi les lésions secondaires. Les lésions primaires, ce sont des lésions qui sont apparues et qui n'ont sans aucune modification. Ce sont ces lésions initiales que l'on voit et qui généralement vont nous permettre d'établir un diagnostic. Et quand ces lésions évoluent avec le temps ou avec des changements, des traitements, donc on va déboucher sur ce qu'on appelle des lésions secondaires. Mais il est toujours très important de payer attention aux lésions primaires parce que ce sont ces lésions qui nous permettent d'établir un bon diagnostic. Donc, il faut toujours payer attention à préserver ces lésions primaires. Donc, parmi les lésions primaires, on a les macules qui sont des lésions qui ne sont pas palpables, mais visibles, de dimension de moins d'un centimètre ou moins. Et quand les macules sont beaucoup plus larges que 1 cm de diamètre, on parle du patch. Mais ce sont des lésions qui sont visibles, mais non palpables. Autre lésion primaire, on a les papules qui sont aussi très petites, mais ce sont des lésions qui sont surélevées. On peut les toucher. Donc, s'ils sont de moins de 5 mm de diamètre, on parle de papules. Et de plaques, si les lésions sont surélevées, mais d'un diamètre de plus de 5 mm. Et parfois, ces plaques sont formées de la confluence de plusieurs papules. On a les nodules. Les nodules sont des lésions aussi qui sont palpables, mais discrètes, d'environ 5 mm ou moins. Ces nodules peuvent être des fois isolés, parfois ils sont groupés. En moins de 5 mm, ce sont des nodules, mais on a affaire à des nodules qui sont beaucoup plus larges. Maintenant, on va parler de tumeurs. Ce sont des lésions qui sont palpables, très surélevées, de plus de 5 mm de diamètre. On continue avec les lésions primaires. On a ce qu'on appelle les téléangiectasies, qui ne sont autres que des vaisseaux sanguins qui sont dilatés et qui sont très, très, très apparents sur la peau. C'est peut-être un petit peu plus difficile à mettre en évidence chez des personnes atteintes moins prononcées, mais chez des patients qui ont un teint assez clair. Parfois, on voit des téléangiectasies qui sont assez visibles. On a le purpura, qui sont des discolorations rougeâtres ou peut-être parfois de couleur mauve qui ne blanchissent pas sous pression. Et c'est la différence fondamentale entre le purpura et l'érythème. Vous savez que l'érythème, ce sont des lésions qui peuvent blanchir lorsqu'on les presse, mais le purpura, ce sont des lésions non blanchissables qui proviennent surtout de l'extravasation sous la peau. Et ces lésions peuvent être maculaires, c'est-à-dire non palpables, tout comme elles peuvent être des lésions papuleuses palpables. Et c'est assez caractéristique parfois des maladies très graves comme la méningite, où on peut avoir des purpuras, surtout des purpuras papuleuses. Toujours dans la classe des lésions primaires, on a les vésicules, des vésicules qui sont des lésions de 5 mm ou moins.
ce sont des papules parce qu'ils sont élevés, on peut les toucher, on peut les sentir. Et généralement, les vésicules contiennent un matériel séreux, clair, ce sont des petits bulles que l'on peut voir dans certaines pathologies. Et quand c'est beaucoup plus que 5 mm de diamètre, on ne parle plus de vésicule, mais on parle de bulles. La différence entre vésicule et bulle, c'est surtout au niveau de la dimension de ces lésions. Parlons de petite lésion vésiculaire avec des liquides, on aboutit aux pustules qui sont aussi similaires aux vésicules, mais au lieu de contenir des matériels liquides clairs, la pustule, on a un matériel purulent. C'est ça la grande différence entre une vésicule et une pustule. Toujours 7 mm de diamètre ou moins, mais avec un matériel purulent comparé à la vésicule où l'on a un matériel plutôt clair. Maintenant, on va parler brièvement des lésions secondaires. Comme je vous l'ai dit, que ce sont des lésions qui, en primaire, qui ont évolué soit en secondaire à des traitements ou à des manipulations des lésions primaires. Donc, en lésions secondaires, on a l'exfoliation, qui sont des lésions vraiment superficielles, mais généralement qui ont évolué généralement comme ça résulte de la pruite et de l'égratignure, pardon, et ça vous donner l'exfoliation qui est définitivement une démarcation des lésions, de la lésion primaire qui cause le pruit. On a la lichenification qui aussi, pardon, c'est une condition inflammatoire, lésion secondaire. Généralement, ça se manifeste par des augmentations de des marques au niveau de la peau et ça devient très dur. Et généralement, ce sont des lésions que l'on rencontre dans les maladies inflammatoires chroniques et qui sont vraiment rugineuses. On a des lésions desquamateuses, qui sont pratiquement la desquamation des lésions, des cellules superficielles au niveau de l'épiderme. Et ces cellules, généralement, tombent de la peau et vous donnent cette apparence squameuse au niveau de la peau, soit au niveau du visage, des membres inférieurs ou des membres supérieurs ou du tronc, pardon. On a la croûte, ce sont des lésions assez courantes en Haïti, surtout chez les enfants qui souffrent de l'impétigo. Et ce sont des lésions qui généralement débutent par des lésions vésiculaires. Et l'exudat devient assez sèche et vous donne cette apparence avec la croûte qui forme au niveau de ces lésions. Donc, lésions secondaires assez courantes généralement chez les enfants, comme je dis, qui souffrent de lésions répétitives. On a la cicatrice. La cicatrice, on dit que ce jeune homme ressemble à Kanye West, toujours, mais la cicatrice, c'est une formation de tissu fibreux anormal qui, lorsqu'on a une blessure ou généralement n'importe quelle
infraction au niveau de la peau. Donc, la peau normale est remplacée par un tissu fibrineux et ça nous donne ce qu'on appelle la cicatrice. Toujours lésions secondaires. Donc, maintenant, parlant de, on a fini avec les lésions primaires et secondaires, on va essayer de mettre en application certaines de ces lésions primaires ou secondaires. Et on va parler maintenant des éruptions. Il y a différentes façons, parce que il y a différentes façons de classifier les éruptions. Les éruptions cutanées peuvent être classées de façon en des éruptions allergiques ou immunologiques, inflammatoires, des lésions néoplasiques, infectieuses. Et pendant des infections, des éruptions infectieuses, ça peut être subdivisé en des lésions fongiques, virales, bactériennes et parasitaires. Donc, pour des raisons, peut-être de temps et pour nous accrocher à l'objectif de cette présentation, on va aborder les éruptions infectieuses. C'est beaucoup plus en courant et beaucoup plus à même d'être rencontré dans notre pratique quotidienne. Et je pense que à ce moment, les lésions allergiques, inflammatoires, néoplastiques peuvent être l'objet d'autres présentations, mais maintenant, aujourd'hui, on va s'attendre un peu sur les lésions infectieuses. On va commencer avec les lésions fongiques, les éruptions fongiques, les anomalies fongiques qui sont très courantes dans la vie quotidienne. Ce sont peut-être les maladies dermatologiques infectieuses les plus courantes. Donc, je pense qu'il est important d'avoir une très bonne idée de ce que c'est que sur les maladies fongiques cutanées. C'est courant dans la tinea versicolore. C'est courant qui c'est une pathologie bénigne qui affecte l'épiderme. Et généralement, ce sont des macules qui peuvent être hypopigmentées ou hyperpigmentées et que l'on trouve généralement au niveau du tronc, soit au niveau de la poitrine, au niveau du dos. Le tinea versicolore est généralement causé par des organismes du genre Malassezia, tout particulièrement le Malassezia furfur. Généralement, c'est rencontré dans les endroits où la température et l'humidité sont élevées. Très courant chez les jeunes adultes, dans l'âge de 15 à 24 ans, généralement, c'est pas contagieux, mais il y a une chance que cette condition peut être récurrente. Donc, traitement assez facile avec des agents topicaux comme l'Anizil et les azoles comme miconazole, ketoconazole. Donc, tinea versicolore, très fréquent dans les zones à haute température et humidité élevée, assez courant chez les jeunes adultes, chance de récurrence et traitement assez facile avec des agents topicaux. Le tinea versicolore est dans une classe particulière, mais on a généralement cette grande classe de dermatophytes qui aussi est très courant au niveau mondial et cette pathologie peut affecter la peau, les cheveux et aussi les ongles, que ce soit au niveau de
de la main ou au niveau des pieds. Ce sont des filaments qui font partie du genre trichophyton et généralement, ces agents fongiques se nourrissent en utilisant la kératine, qui c'est la protéine principale que l'on trouve au niveau de la peau. Généralement, ces lésions sont diagnostiquées cliniquement avec l'examen physique, mais parfois il peut être nécessaire de confirmer ces impressions avec le test avec le potassium, l'hydroxyde de potassium. Il y a plusieurs sous-types de dermatophytes. On a le tinea corporis, qui c'est une lésion superficielle qui peut être des fois inflammatoire ou non inflammatoire, qui affecte la peau au niveau du tronc, mais qui généralement épargne le cuir chevelu ou les régions pyrénéales, les palmes ou la plante de la pied. Le tinea corporis est généralement causé par le trichophyton rubrum et ça peut être contagieux, généralement transmis par les animaux, mais la transmission entre humains est aussi très possible. Le tinea corporis, on voit cette lésion et des fois, ça commence avec une lésion maculeuse, mais ça peut évoluer en des lésions secondaires. Je vous donne des plaques qui peuvent s'élargir assez rapidement et qui peuvent devenir assez irritants avec une prurite assez poussée. Diagnostic tinea corporis, comme je vous l'ai dit tantôt, avec l'examen clinique, se fait avec l'examen clinique, mais aussi la confirmation avec l'hydroxyde de potassium et parfois la culture de la peau, c'est possible. Le traitement, c'est encore avec les agents topicaux si c'est pas très sévère, les azoles comme kétoconazole, miconazole, cotrimoxazole. Si la patiente a beaucoup de disconfort, surtout qui viennent avec la prurite, on peut tenter d'utiliser les stéroïdes pour pouvoir donner un répit symptomatique avec le prurite. Parfois, si c'est sévère, on peut même être amené à faire des traitements systémiques si le tinea corporis est sévère. Mais généralement, c'est surtout chez les patients qui sont immunodéprimés qui vont développer des cas sévères qui va nécessiter des traitements systémiques. Mais généralement, le tinea corporis est diagnostiqué cliniquement et traité avec des agents topicaux et parfois avec des stéroïdes si le prurite est très sévère. On a aussi dans cette classe du dermatophyte le tinea pedis qu'on appelle un pied d'athlète, c'est une pathologie qui est aussi assez courante et qui affecte surtout les espaces interdigitaux au niveau des pieds. C'est aussi assez courant et causé par le trichophyton rubrum et c'est assez courant à travers le monde. Il paraît que la première fois que cette pathologie a été reportée, c'était au début du XXe siècle, à la fin de la Première Guerre mondiale, parce que cette maladie a été introduite au niveau de l'hémisphère oriental, l'hémisphère continental, peut-être continental, si vous voulez. Donc, c'est une photo de patient avec le tinea
Tinea pedis qui peut être accompagné avec une pourrite assez poussée. Et généralement, ça affecte, comme je le dis, les espaces interdigitaux et il y a un risque de surinfection avec des bactéries si on ne traite pas de façon très appropriée. Parce que avec la brèche qu'on a au niveau de ces espaces, il peut y avoir surinfection bactérienne. Le patient peut développer des cellulites au niveau de la peau et même parfois des lymphangites. Traitement encore, et ce sont avec les agents topicaux comme les azoles, comme on a mentionné tantôt. Le Tinea cruris, qui affecte généralement les espaces périnéales et c'est assez débilitant avec la pourrite le pourrite qui est très prononcé chez les patients. Donc ça peut être transmis de façon de personne à personne, surtout chez les partenaires sexuels qui sont affectés. Il est assez important de traiter parce que ça peut continuer d'une personne à une autre, comme pas sexuellement transmissible, comme les autres STD, peut-être, mais c'est assez transmissible par les contacts au niveau de la peau. Aussi causé par le trichofico rubeum et aussi, c'est une distribution au niveau mondial et assez courant, très courant chez les hommes, un peu 3 fois plus courant chez les hommes que les femmes. Et comme je l'ai dit, beaucoup plus courant chez les enfants, mais chez les adultes, pardon, mais il y a des facteurs de risque qui font que les enfants développent cette condition de plus en plus avec l'obésité et certaines maladies qui affectent, comme le diabète, qui affectent les enfants un peu plus de nos jours. Le diagnostic encore, c'est cliniquement, mais la confirmation peut être faite avec le test avec l'hydroxyde de potassium. Traitement avec les azoles, encore, miconazole, kétoconazole, et parfois un traitement systémique peut être nécessaire si un cas s'est fait. Comme je le dis, c'est une maladie qui peut être transmise d'une personne à une autre et parfois la contamination peut être locale. Si la même personne peut s'inoculer et infecter d'autres parties du corps. C'est pourquoi quand cette personne a cette condition, il faut traiter de façon très agressive et mettre des emphases sur l'aspect hygiénique pour limiter la contamination avec le Tinea cruris. Tinea capitis, qui est aussi assez courant, surtout dans le milieu haïtien, ça affecte le cuir chevelu, peut-être des fois les cheveux et aussi les paupières. Parce que c'est une maladie qui se développe, qui attaque les follicules. Cette condition est traitée généralement avec des médicaments systémiques. Les traitements topicaux ne vont pas donner des résultats. Il faut traiter Tinea capitis avec des agents systémiques, surtout la glycéophilvin, pour non seulement traiter et limiter la contamination et aussi limiter les risques de surinfection, surtout au niveau du cuir chevelu. Maintenant, on va brièvement parler des éruptions virales qui sont assez courantes dans la varicelle, on appelle le chickenpox, qui c'est une maladie virale qui peut se développer après contamination
avec contamination par voie respiratoire. Pardon. Non seulement par voie respiratoire, mais la transmission peut arriver de façon directe avec des contacts avec des personnes infectées. C'est une maladie qui affecte surtout les enfants, plus de 90% des cas, mais aussi avec des facteurs environnementaux, les adultes peuvent être affectés. Généralement, on trouve les maladies virales, la varicelle chez les adultes qui sont immunodéprimés et généralement ces malades ils sont à risque d'avoir une mortalité assez élevée. Il faut les traiter de façon très agressive pour limiter la mortalité, surtout chez les adultes qui sont immunodéprimés. Généralement, la varicelle commence avec une lésion maculeuse et qui évolue des papules et à la fin devient des vésicules. Ces vésicules sont généralement très irritants et une particularité avec la varicelle, c'est que ces lésions développent à des stades différents. On va voir des lésions qui sont en train de disparaître et en même temps des lésions qui sont à la phase de départ. Donc, il y a des lésions de différents âges avec la varicelle. Traitement, c'est en plus des traitements symptomatiques avec des agents pour pouvoir sécher la peau et allévier le prurite, mais aussi avec des agents antiviraux comme la cyclovir chez des patients qui en sont susceptibles. Autre éruption virale, on a l'herpès zoster qui généralement est causé par la réactivation du virus qui cause la varicelle. Lorsqu'on est infecté avec la varicelle, après la résolution de l'infection initiale, ce virus peut se cacher dans les terminaisons nerveuses et peut se réactiver avec le temps, avec le changement au niveau de l'immunité, avec l'âge. Donc, c'est un risque de développer l'herpès zoster. Généralement, ce sont des conditions qui sont diagnostiquées à partir de l'examen physique. Généralement, à part de l'éruption, les patients complainent de beaucoup de douleurs neuralgiques et cette condition se développe en 3 phases différentes. On a la phase pré-éruptive où les symptômes sont surtout caractérisés par des douleurs, des symptômes systémiques comme la malaise, la fièvre. Et ensuite, on a la phase éruptive où les lésions vésiculaires vont apparaître. Et après la résolution de ces lésions, on a la phase chronique où les patients peuvent développer des lésions durables comme la neuralgie herpétique qui peut être assez douloureuse, assez débilitante. Donc, herpès causé par la réactivation du virus de la varicelle qui peuvent être rester silence pour des années, mais se réactiver à cause de baisse de l'immunité, de l'âge, d'autres maladies. Et généralement, la douleur et les éruptions sont les facteurs cardinaux de cette pathologie. Ici, on a une représentation de ces éruptions. On va sur le côté gauche, les papules qui sont groupées et qui peuvent évoluer et devenir des pustules dans 3, 4, 5 jours. Et à la fin, quand les lésions pustuleuses quand elles disparaissent, pardon, on peut développer la neuralgie herpétique qui peut être assez débilitante. D'autres caractéristiques de
de l'herpès zoster, c'est que généralement, cette condition affecte un seul dermatome. Généralement, le traitement, c'est un traitement symptomatique avec des médicaments pour calmer la douleur et essayer de pouvoir assécher les lésions. Parfois, on peut utiliser des traitements antiviraux, mais c'est généralement très peu effectif parce que une fois que les lésions commencent à se développer, les traitements avec les antiviraux ne vont pas les arrêter. Alléger les disconforts et la douleur, mais à ce qui concerne la maladie de cerf, les antiviraux, ils n'ont aucune action sur le développement ou sur la progression de l'herpès. En 2005, on a introduit un vaccin, le Zostavax, pour pouvoir limiter le développement de l'herpès. Mais jusqu'à présent, ce vaccin est réservé pour les adultes de plus de 50 ans et parfois pour des patients qui font partie d'une population spéciale, mais ce n'est pas pour tous les patients, tous les individus. Autre maladie virale, on a ce qu'on appelle hand, foot and mouth disease, qui c'est une maladie virale aussi, qui est caractérisée par des lésions vésiculaires qui se développent au niveau de la bouche, des mains, des pieds et parfois au niveau des organes génitaux. C'est causé par le Coxsackie-virus A, type 16, généralement. Et ce sont des lésions qui peuvent être assez douloureuses et qui commencent avec des macules, mais progressent pour devenir des vésicules. Ces lésions, parfois les patients peuvent être fébriles et surtout ça affecte généralement les enfants. Particularité avec le mouth, foot and hand disease, c'est que à cause du fait que ces lésions se trouvent au niveau des muqueuses, parfois des muqueuses buccales au niveau de la gorge, les enfants ou les adultes qui sont affectés, ils ne peuvent pas manger ou boire. Il y a un risque de déshydratation. C'est pourquoi généralement, même si cette condition n'est pas sévère en elle-même, mais elle peut aboutir à l'hospitalisation parce que à cause du risque de déshydratation et de déficience nutritionnelle qui peut en résulter. Traitement, c'est assez supportif avec la douleur, avec des médicaments pour calmer la douleur, aussi l'hydratation par voie veineuse pour prévenir la déshydratation. On a le molluscum contagiosum qui est causé par le pox virus. Et généralement, c'est une infection qui peut être chronique, généralement très localisée. Ces lésions sont caractérisées par des lésions en dôme, comme des nodules, si vous voulez, mais avec le sommet des nodules est ombiliqué. Et c'est assez courant chez les enfants et parfois chez les adultes qui sont immunodéprimés. Donc, parfois, si un adulte développe le molluscum contagiosum, il faut toujours s'assurer que cet patient n'a pas une immunodéficience qui n'est pas diagnostiquée. Généralement, c'est une maladie qui peut apparaître n'importe où au niveau de la peau, sauf au niveau des palmes, des paumes et au niveau des plantes des pieds. C'est assez très limité et généralement aucun traitement est recommandé pour cette pathologie, le molluscum contagiosum. Un petit peu plus rare, mais assez courant, surtout chez les malades, chez les patients qui souffrent du sida, par exemple. C'est le syndrome de Kaposi qui a été
découvert au début des années, des années 80. Et c'est une maladie du système lymphatique qui peut affecter, c'est une maladie qui peut affecter la peau comme le système lymphatique et les viscères. Ils apparaissent comme des macules un peu rougeâtres et qui peuvent être disséminées et peuvent à la fin devenir nodulaires. Commence avec des lésions maculaires, mais ça peut évoluer en des lésions nodulaires. Donc, je dis, c'est associé avec les cas d'immunodéficience comme le sida et ça peut affecter la peau, les organes lymphatiques et même les viscères. Rapidement, les infections bactériennes, on a les lésions staphylococciques qui peuvent être causées par différents types de staphylococcus. Mais généralement, le Staphylococcus aureus, c'est le plus courant. C'est une maladie qui affecte généralement les enfants en bas âge et le plus souvent, l'infection commence avec des lésions à distance, comme des conjonctivites, des otites et des infections au niveau des voies narinaires qui peuvent déboucher sur des lésions cutanées. Généralement, l'enfant a des signes systémiques comme la fièvre, l'irritabilité et ensuite les lésions vont apparaître et peuvent déboucher sur l'exfoliation et parfois ça peut conduire à la mort. Donc, les enfants sont généralement traités avec des antibiotiques systémiques et avec des soins supportifs pour gérer la déshydratation et tout autre facteur comme la fièvre qui peuvent aggraver le pronostic. On a le pétigo. On a parlé des lésions secondaires, le pétigo un peu plus tôt. C'est généralement courant chez les enfants et le pétigo se développe comme résultat d'inoculation directe au niveau de la peau saine. Généralement, ça peut se développer comme une pétigination de la peau si on a une lésion quelconque et cette lésion est surinfectée, on peut aboutir à l'impétigo. Les germes qui sont généralement responsables de l'impétigo, ce sont le streptococcus et le staphylococcus. Le traitement, c'est avec des antibiotiques systémiques. L'impétigo a cette particularité où les enfants peuvent développer des infections des complications post-infectieuses comme la glomérulonéphrite et also la fièvre rhumatismale. C'est pourquoi il faut traiter ces enfants très tôt en vue non seulement de traiter l'infection principale, mais aussi de prévenir les complications, au moins de limiter les risques de complications comme la glomérulonéphrite post-infectieuse et la fièvre rhumatismale. On a l'eczéma qui est une lésion pyodermique au niveau de la peau, généralement causée par le streptocoque, généralement chez les enfants ou chez les personnes en âge avancé. Ce sont des lésions chroniques qui répondent de façon très limitée aux antibiotiques. On a toujours une réponse très mitigée avec les antibiotiques. Donc, ce sont des maladies chroniques. Donc, traitement généralement, ce sont des soins supportifs avec l'emphase sur l'hygiène de la peau pour va donner une très bonne chance de résolution. Rapidement, il y a déjà 9 heures, les infections parasitaires
qui sont assez courants en Haïti. On a la filariose qui affecte des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, surtout en Haïti. On a aussi la pédiculose qui peuvent être considérées comme une maladie sexuellement transmissible. Et on a le SCABI qu'on appelle la gale, qui ce sont des maladies parasitaires qui c'est très courant en Haïti et peuvent être transmises de personne à personne et caractérisées par des fluides intenses qui est traitement aussi avec le permétrin, le lindane et parfois avec des des médicaments contre la gratère comme des antihistamines, le Benadryl. Il est déjà 9 heures, c'est à peu près ce qu'on avait à discuter. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions. Oui, merci, docteur Moïse, pour sa présentation. On passe